Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Oh mon Dieu! Il se déplace en troupeau. Oh là là! Oh non, bon. Laisse tomber. Ouais, Non, on a c'était pas essayé de mal. faire Une intro. un Era style. Erasmus. Ouais, je suis Allez. hyper en forme. À demain, merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Ouais, salut, salut à Les tous. cyberploucs de retour parmi vous, parmi vos oreilles. C'est fou ça Je quand suis même. déjà hein. fatigué, quoi. C'est dingue. Hein. C'est On a dingue. une production assez Ouais. époustouflante. Ouais, toutes les 2 semaines. Un petit hors-série encore finalement, un peu comme on avait fait avec Apparemment. Crocodile Fury. Mais avant de commencer, je vais vous lire un petit chapitre sur la carotte. Donc la carotte, c'est l'ancêtre sauvage de la carotte, a été découvert en Afghanistan. La carotte pousse dans la terre, hein, c'est intéressant. Qui ne connaît pas la carotte, hein, elle a des secrets pour personne. Et de notre... Ouais, c'est le bouquin Réussir c'est son chaud, potager hein, qui est dans les chiottes. Ça C'est pas part, ouf. ça hein. part en Afghanistan direct. Ok. Ouais, donc voilà, dans notre vocabulaire aussi, elle s'est imposée au travers d'expressions communes. La carotte et le Bâton. bâton. Et je les- t'ai mis une grosse carotte. Les cheveux, voilà, Ça aussi. les cheveux poil de carotte. Voilà, Ah oui, c'est bien. rien à voir. Ah T'as oui, bien ça- suivi le... Et s'être fait Enfilé. roter. Toujours sur le mot carotte. Hein. Ah oui, bah oui, bah, la S'être carotte, bon, fait ça a quand même une carotter. forme. Ok, carotté. Voilà. Et bah justement, Ouais. je rebondis sur ce petit paragraphe sur la carotte de ce livre sur le potager, C'était fou, hein. afin Mais quel- de parler de notre dernier visionnage. Qui date d'il y a quelques minutes. Hein. Quelques on minutes, vient bah, de comme clôturer. Crocodile Fury, hein, on On est à mate chaud. et bam, À direct, chaud. on réagit. Du coup, on a regardé Love Army, Où es-tu Jérôme, qui est un doc de Brut, GG, quoi. produit par Brut, je suppose, réalisé par le journaliste de terrain Charles Villa. C'est un documentaire qui a pour sujet ce fameux Jérôme, hein, qui s'appelle Jérôme Jarre, qui était un ancien, ou encore actuellement, je sais pas trop, influenceur. Il a commencé dans les années 2000 et quelques sur Vine. Qu'on ne connaissait pas du tout d'ailleurs. On s'est. pas du tout, aucune idée. C'est un projet humanitaire Oui. tenu par ce mec-là au Bangladesh en 2017, ça a commencé, pour aider une population qu'on appelle les Rohingyas. Rohingya. Les Rohingyas. Mais avant, il y a eu Somalie. Avant, il y avait Somalie, mais là, ce qu'on a regardé, Ce c'était qu'on a regardé. Oh, ça parle aussi de la Somalie un petit peu. Bon, un petit peu. Ça parle de beaucoup de choses. Hein. Ouais, en gros, il a switché de son statut de influenceur, youtubeur, fric pognon. Il a switché, il a eu envie de faire de l'humanitaire et c'est ce que mon ami Guilhem est en train d'essayer de nous raconter aujourd'hui. Voilà, donc le but de ce documentaire est un peu de soulever quelques dysfonctionnements qu'il y a eu. C'est le moins qu'on puisse dire. De cette. J'arrive pas à trouver le terme. De cette campagne. De cette campagne, On de peut ce dire ça projet humanitaire. Projet humanitaire, c'est pas mal. Avec une sorte de gestion un petit peu floue quand même. Chaotique, Assez chaotique. Et essayer de retrouver ce Jérôme, parce que c'est un petit peu sous-entendu dès le début du doc que en fait on sait plus où est-ce pas trop où est-ce qu'il est ce gars-là, quoi. Donc voilà, donc tout ça, ce petit documentaire qui va sûrement nous permettre un petit peu pendant une trentaine de minutes, on va faire court, On va essayer. de discuter autour de ce Ces grand sujets-là. sujet qui est l'humanitaire en général. Effectivement. Et puis du coup, tout ce qui est YouTubing, influence et ego, hein, parce que pour moi, Également, ouais, moi c'est ça qui me, c'est ça que t'aimes bien, qui toi. me fait beaucoup. Bah ouais, T'aimes je suis bien. hyper égocentré, donc j'aime Ouais, bien c'est cool, parler ouais, de t'as le moi. droit, hein, c'est pas interdit. Je m'appelle Robin, je suis hyper cool Ouais. et on va parler de moi maintenant. Allez Guilhem, parle de moi. Alors, mon petit Robin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, c'est 5 épisodes le truc, hein, C'est 5 épisodes. ça de dure, 40 minutes. ouais, une quarantaine de minutes. On parle de Rohingya. C'est des Mexicains en fait qui... C'est pas de Mexicain. Non, pas du tout. C'est une minorité qui a trouvé en l'ouest de la Birmanie refuge, on va dire, hein, parce qu'il y a eu évidemment la géopolitique, l'empire britannique qui a colonisé cette partie de l'ouest de la Birmanie. Il y avait déjà quelques musulmans qui étaient installés là, mais ça a été accéléré par cette colonisation. Mhm.
Et donc ces musulmans-là sont des musulmans indiens. Moi j'aurais dit hindous, mais ce qui avait marqué dans l'article que j'ai lu qui était de France Culture, c'est que ce sont des musulmans indiens qui se sont installés. Il y avait déjà une très forte population bouddhiste. Ils s'entendaient pas forcément très bien. C'est une zone très riche, l'Arakan. Ouais, Arakan. D'ailleurs, Rohingya, ça veut dire Arakan, c'est cette région. Et eux, en fait, ils se sont appelés Rohingyas pour dire, en gros, ben, on existe, on est là, on vient de cette région, et ça n'a jamais été trop accepté par les populations bouddhistes et par les gouvernements, je ne sais même pas si on peut appeler gouvernement, mais la junte au pouvoir, comment on dit ? L'armée au pouvoir, qui n'a jamais, en fait... accepter de les appeler comme ça, et qu'ils les appellent des Bengalis, donc en gros, bah, vous venez pas d'ici, vous n'êtes pas du tout de ce pays-là, et puis vous vous dégagez en fait, parce que du coup, ils ont été priés de se déplacer avec, Très fortement, avec moult violence, et on vous passe les massacres et autres, et du coup, voilà, c'est un peuple... Ils sont allés se réfugier au Bangladesh. Ouais, complètement déraciné d'endroit en endroit, et là maintenant, voilà, c'est ça, c'est Bangladesh, où il y a le plus grand camp de réfugiés au monde, j'ai oublié le nom. Non plus. Grand, voilà, c'est facilement trouvable. Et c'est là où il y a cette intervention de cette Love Army avec GG au platine. Est-ce que tu peux nous faire une petite review critique du doc, s'il te plaît ? Ouais. Voilà, moi je trouve que ça parlait peut-être un peu trop de lui. On a regardé, parce que ce qu'on précise aussi, c'est qu'on a regardé après coup la réponse de Jérôme Jarre qui est sortie du silence et qui a Click, ça s'appelle l'émission ? Ouais, Click. Une émission sur Canal+, qui a voulu répondre donc à ce documentaire. Et donc c'est très difficile de se faire une idée, j'ai l'impression que son action à lui a peut-être été faite trop vite, donc il est issu de cette génération-là qui a fait énormément de vues très rapidement, donc avec des vines, des vidéos extrêmement courtes, où il faisait des millions de trucs, et tu vois que le mec, ça ébullitionne dans son cerveau, il a envie de faire 1001 trucs, et il y arrive, et il est méga suivi, ça devient une hyper star, donc en fait, moi, en voyant son cheminement, je me dis comment c'est possible qu'il pète pas un câble. Bon, il se met à vouloir faire de l'humanitaire, à vouloir changer le monde, tu dis ouf, ça sent pas des masses bons. Ouais. Il le fait, il y va, il est suivi par des gens, mais bon, ça faisait un peu gourou quoi, hein, le mec, une personnalité hallucinante, il mène les troupes, il est hyper motivé, il a une énergie à revendre, et il fonce comme un bourrin dans son truc. Mais il commence à faire une mission humanitaire en Somalie, puis au Bangladesh, et c'est là où ça dérape. Et en fait, il arrive à faire une levée de fonds de 4 millions d'euros. Près, et du coup, il se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que ça, que de lever des fonds et de dire bon, ben on vous le donne. Non, en fait, il faut organiser tout, faire un suivi et tout, ce qu'il fait pas forcément. Mais vu que j'avais plein de questions à poser, lui il dit en fait qu'il a des images de ce qui a été fait, de puits creusés, de maisons construites, d'hôpitaux, de machins. Bon, en fait, il a menti plein de fois dans le documentaire, il le dit, qu'il a menti pour faire de la com et tout ça. Et c'est trouble, c'est flou, parce que ce que je t'ai pas dit, Guilhem, c'est pendant que tu étais aux toilettes avant de commencer le documentaire, il y a la réponse. Peut-être parler de mes toilettes cette fois-ci ou pas ? Ouais, je pense qu'on... On verra. On attend. Okay. On attend, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces toilettes. Ouais. Et du coup, merci d'ailleurs pour ça. Hein. Et du coup, il y a le mec qui a réalisé le documentaire, qui a répondu à la réponse de Jérôme Jarre, et qui prend tous les points et qui les démonte en fait. Ah ouais. Ouais. Okay. Et je l'ai vite fait regarder, mais en fait c'est très difficile de se faire une idée. Mais ce qu'on voit quand même dans le documentaire, qui est clairement à charge, hein, il prend hyper cher Jérôme Jarre, en mode c'est un gars qui a des bonnes idées, mais il part complètement en vrille, il disparaît, c'est la merde totale. Les équipes sont laissées un peu à l'abandon là-bas. Bon, c'est un merdier, et il y a une humanitaire dans le documentaire qui a une belle expression en anglais dont je me souviens plus, no harm, je sais pas quoi, ne fais pas plus de mal. C'est first no harm, first comme no ça. Harm, c'est en gros no harm first, je crois. Ouais, dans l'humanitaire, il y a une règle apparemment, c'est pas faire plus de mal
que... Ce qui paraît plutôt logique, ouais. Ouais, C'est ouais. Mais il veut- avant tout, de ne pas faire plus de mal Ouais, que la situation Oui. déjà n'engendre. Quoi. Ouais, parce que donner de la thune Pareil, même. comme ça, déjà il était pas du tout branché avec les autres associations, il les massacre, il les critique à fond en disant que c'est un fonctionnement de merde. Donc c'est que ça, lui en va fait, tout- on a un petit peu quand même un documentaire qui va se focaliser sur une personne qui a créé un projet humanitaire. Avec tous ses défauts, vraiment un peu le blanc classique qui arrive dans un pays tatata, moi je sais comment faire pour récolter des sous, et ça c'est vrai pour le coup, et avec ces sous-là, eh ben, je vais je vais faire du bien en tout cas, c'est pas forcément tout résoudre, mais faire du bien. Ça manque de nuances peut-être. Je vous invite à regarder ce Love Army, Où es-tu Jérôme, ce documentaire. Mais du coup, en fait, pourquoi on a regardé ce documentaire-là? C'est une Pour bonne parler question. d'humanitaire. Ouais. Donc, toi, l'humanitaire, Oh putain, Robin, écoute-moi cette question. ça me fait... ouais, Es-tu putain, pour ou contre l'humanitaire? énorme, j'adore. Vas-y. balance. Contre, Merci. évidemment. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux recommandations. Ouais, c'est hyper. Mais moi-même, en fait, je sais pas trop quoi en penser. Je vais essayer de faire une réponse plutôt concise, ce qui n'est pas facile. Mais j'ai un peu voyagé dans ma vie. J'ai fait un peu de la merde. J'ai jamais été dans une ONG à proprement parler. J'ai aidé plein de gens à ma façon et tout ça. Et je me suis toujours demandé, tu vois, pourquoi je faisais ça. Qu'est-ce que ça fait mousser en nous, ce truc d'offrir. J'ai fait plein d'essais. Des fois, je vais vous faire des choses sans que les gens... pas en face, tu vois. J'ai déjà offert des trucs et j'ai dit, vas-y, tu le donnes à cette personne, puis moi, je me casse et je reçois pas le remerciement pour me tester sur moi, tu vois, ce que ça me faisait. Parce que tu as peut-être l'impression que tu as peur de faire ça pour avoir les remerciements. Mais en fait, on fait ça pour avoir des remerciements. Ah ouais. Ah, mais pour moi, il y a une logique imparable. C'est obligatoire ça, tu crois? Pour moi, il y a une logique imparable. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, je peux me tromper, mais c'est mon interprétation. Ouais, Et je suis suivi par énormément de philosophes et de followers. Avec la prononciation du mot followers. c'est ignoble. Horrible. Et, non, il y a des philosophes qui ont développé ça. Je me souviens plus qui, parce que je dis de la merde, mais je sais que le fait de, quand on fait quelque chose, on le fait avant tout pour nous. Dire qu'on est complètement détaché de l'ego, et puis moi en fait, ce que je trouve intéressant dans le visionnage de ce documentaire, c'est que ça nous met face à notre ego, et c'est qu'une question d'ego en fait, qui est plus ou moins complètement naturelle quand on est humain. J'avais lu quelques livres sur des moines hindous qui se détachaient complètement de l'ego, et les mecs ils partent et en fait eux ils t'expliquent qu'on est tous dedans à fond en fait. Dès qu'on se lève le matin, boum, on se met à se dire bon, alors de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je vais faire pour être bien. Tout est centré sur nous, et c'est tout à fait normal. Et je pense par contre qu'il y a un équilibre là-dedans qui peut rapidement basculer dans l'ego négatif, on va dire, où là, les mecs ont des melons intersidérales, et je pense que cette personne-là, ce petit GG, via son action, via tout ce qu'il a essayé de développer, la Love Army, je crois que c'est un peu contrebalancé dans l'autre sens, et je pense que melon, ego, plus, là, je crois que c'est pas très positif, et ça l'a fait vriller, je pense. Et pour finir... Quand je vois l'humanitaire, ce que ça a pu créer dans le monde, parce que ça a créé énormément de très bonnes choses, ça a aussi été bien parasité par plein de puissances et plein d'acteurs et d'influences géopolitiques. Ça a été utilisé très mal. J'ai une histoire sur la WWF, par exemple, au Brésil. Ça y est, ça balance. Ça balance, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et ouais, je suis désolé à la WWF, mais faut savoir que tout ce qu'on dit, ça ne concerne que nous, et c'est pas sourcé, c'est de la merde. Ouais. Moi, je les emmerde tous. Ouais, d'accord. Tous. Okay. Voilà. Moi, c'est un gros coup de gueule. Oh purée, là, je suis en train de péter un boulon. On n'a pas besoin de se justifier. Et ni besoin de si, moi, j'aime bien quand même. Si. Bon. Et du coup, la WWF, je connaissais quelqu'un qui habitait au Brésil là-bas. D'accord. Et lui, il construisait déjà des trucs dans un Français qui construisait au Brésil. Quoi, lui, qu'est-ce qu'il habitations construisait? Ouais, il vivait dans un village. Lidl, c'était il y a longtemps. Des Lidl. Il construisait des Lidl. des bons gros Lidl, mais
libre. Faut qu'on l'aide, cette personne. Exactement. On va demander à Jérôme Jarde. Allez, on va faire un crowdfunding pour faire un Lidl au Brésil. Au Brésil. Et du coup, le mec, il construisait des trucs. Il a été approché par la WWF et on lui a demandé est-ce que vous voulez encadrer un chantier pour construire une école, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Et il a accepté. Une école Lidl. Une belle école Lidl avec des prix bien discount. Et du coup, il l'a fait. Et sauf que, en fait, le truc a pataugé. Et on retrouve un peu ce flou qu'il y a. C'est-à-dire, au début, il y a des gars qui sont là, responsables. Après, c'est d'autres gens. Ils font pas trop. Ils commencent un chantier. Les thunes n'arrivent plus. Ça rame. Et puis, il s'aperçoit qu'il y a des gros tracteurs pas loin qui sont en train de sortir du bois de la forêt. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Non. Et en fait, c'était les mecs, l'association qui se repeignait de WWF, qui je pense n'a peut-être rien à voir avec l'assaut, mais en gros voilà, ils ont financé de l'exploitation forestière. Ouais, en fait oui, ils sortaient du bois les mecs quoi. Et excellent quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qui ont été utilisés, comme quand on voit les putains de scientologues, pardon, mais ça un jour on va en parler de la scientologie, qui quand il y a des grosses catastrophes en Haïti, ils sont là à distribuer leurs tracts. T'es là, mais putain. Mais... Attends, et d'ailleurs, on fait un petit aparté sur la scientologie, 10 secondes. Oui, j'ai entendu parler. T'as entendu qu'ils ont fait un QG, ils ont acheté un QG. Je sais pas combien de millions, je pense. C'est où ? À Saint-Denis. Ouais, à Saint-Denis. 7000 m² d'immeubles de QG scientologique. Ouais. Puis ils en ont bien besoin, à mon avis, pour s'enfoncer des trucs. Je sais pas ce qui branle. Leur histoire est hallucinante. J'espère qu'un jour on pourra développer leur croyance. On en parlera. Mais donc pour terminer, parce qu'après je vais te retourner la question. Vas-y. Pour finir sur l'humanitaire, je crois que c'est un peu comme tout. Pour ou contre. Alors moi, ça c'est le genre de question auquel je ne peux pas répondre parce que pour bien répondre à quelque chose, bien sûr, tu peux la fermer 2 secondes pour que je chante pas. Tu me respectes. Vas-y. Tu me regardes pas dans les yeux. Bon. Et du coup, comme toute chose, il y a du bon et du mauvais. Et je pense qu'il y a du très 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 bon. Et comme il dit, même sa Love Army, ça a fait beaucoup de bien. Mais je pense que ça peut être aussi extrêmement mauvais. Bien que je pense que toutes les écoles que ça a créées, tous les hôpitaux, toute la bouffe que ça a ramené, quand il n'y a pas derrière un fond religieux, parce que là c'est encore un autre truc, je pense que c'est pas mal quoi. T'as des gens qui bouffent, et ça les rend dépendants. Oui, il y a cette question là aussi, donc là j'ai pas tranché avec moi-même. Mais je pense qu'il y a du bon et du mauvais, donc en fait je botte en touche. Ok. Voilà. Ouais. Non, mais je vais faire pareil que toi. Ouais, je vais faire pareil que toi parce que ce serait bête de dire. En effet, la question est conne pour ou contre l'humanitaire. Tout à fait. Mais généralement, je suppose que l'humanitaire, que je catégorise plutôt comme des actions qui sont faites plutôt dans l'urgence, parce que d'un coup il y a une catastrophe climatique par exemple, ou d'un coup il y a un mouvement de population qui est viré, et là on se retrouve avec des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qu'il faut absolument soigner, nourrir et abriter. Donc ça, je pense que de toute façon c'est juste complètement nécessaire, et heureusement que ça existe. C'est clair. Après c'est sûr qu'il y a les manières de faire. Ce documentaire là, Love Army, Où es-tu Jérôme, nous permet de se rendre compte directement du stéréotype de la personne qui a du pouvoir, qui a de l'influence, qui a de l'argent ou qui peut rapidement avoir de l'argent. Ça nous décrit un petit portrait de ce type de personnes qui vont arriver sur place avec sûrement des super bonnes intentions, avec peut-être aussi l'intention de continuer à se faire connaître et à faire parler de lui, comme aussi tous les autres influenceurs qui l'ont rejoint dans cette aventure, au début de cette aventure. Mais je pense toujours avec un bon fond. Et on tombe donc dans ce système classique où ça foire parce que quoi ? En fait, c'est pas très compliqué dans le documentaire. C'est juste qu'il n'y a pas de gestion, il n'y a pas d'organisation réelle. Ils y vont comme des bourrins. Une fois qu'ils sont sur place, ils se disent « Ah merde, on capte pas bien. » Bah ouais, mec. Elle est où l'antenne ? Peut-être que tu vois, ils auraient pu alors que c'est des youtubeurs. Ils auraient pu prendre carrément une petite équipe technique pour déjà avoir un bon poste, un bon QG pour pouvoir se caler. Monter un Lidl et ensuite puis, tout ce qui est autour. Quoi. Comptabilité, gestion financière, ça vient qu'après, il n'y a qu'un mec. T'as l'impression que tout est décalé, tout est
est vraiment le bordel. Et c'est des gars qui pensent qu'ils vont pouvoir tout révolutionner par la fougue aussi et par l'ego, bien entendu. Arrogance, plus. Ouais. Et une fois qu'ils arrivent sur place, ils se rendent compte que c'est extrêmement complexe, qu'on a affaire à des situations politiques qui sont énormément tendues, des situations financières qui sont chaotiques, avec différents organismes. Et c'est vraiment le coup classique du gars qui va dire non, mais faut pas faire comme eux, là, comme toutes ces ONG. Moi, je sais comment faire. Et en fait, il fait la même chose. Et en fait, il fait exactement la même chose parce qu'il est vite bloqué et qu'il est obligé de bosser avec des ONG, par des bonnes ou des mauvaises, je suppose. Hein, ça, c'est pas je m'en fous, c'est pas le sujet, je pense. Mais ce qui est sûr, c'est que sur place, tu as déjà des acteurs qui sont là, qui connaissent le terrain, qui connaissent les différentes problématiques. Et du coup, bien sûr que tu travailles avec eux. Et il y a un passage dans ce documentaire qui est aussi intéressant et qui montre très bien, je trouve, les situations dans lesquelles certaines personnes à un moment sont retrouvées en faisant de l'humanitaire. C'est se retrouver avec des gens qui sont sur place, qui connaissent bien le boulot, qui disent « Mais attends, qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Qu'est-ce que tu fais là, t'es pas censé être dans ce secteur-là. Non, mais je vais donner 10 machines à coudre, là. » Ouais, mais attends, parce qu'en fait, fait pas ça comme si ça, tu mets quoi. 10 machines à coudre ici, ça peut créer de la jalousie au quartier d'à côté. Donc c'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est pas juste tac, on met des trucs et tout le monde, allez, c'est parti, c'est la fête, quoi. Donc je suis tout à fait, je trouve que ça permet, ce documentaire, d'avoir un portrait de l'humanitaire qui est intéressant, en tout cas. Oui, c'est clair. Même si ça reste très, très vague et que je pense qu'ils auraient dû plutôt travailler sur ce fond-là, dans ce documentaire-là, que se baser sur ce Jérôme... parce que le mec, en fait, en faisant un documentaire là-dessus, Jérôme où il Jarre. utilise Jérôme Jarre, il est sûr de buzzer. En fait, tu vois le délire. Tu fais un documentaire sur l'humanitaire. Mais du coup, c'est un part peu, des hippies c'est un, comme peu nous. un mec qui a utilisé aussi l'humanitaire pour buzzer, avec un autre gars qui est en train de faire actuellement un documentaire pour buzzer. Avec En fait, de l'humanitaire. Il y a quand même un fond là que je Buzz. trouve qui est un peu dégueu, quoi. Tu vois, il y C'est a pas- quelque chose qui est un peu dégueu là-dedans. Ouais, c'est un toujours ressenti. pareil. C'est un Ouais. ressenti. Je dis pas que c'est nul. Erdogan, mais Erdogan. ça... Oh Ouais, là là. il parle. Ouais, Oh, ça bordel. Non, mais ça faut On en leur parle laisser. pas Faut leur laisser ça. Ah ouais, ok. Je pense que là, il faut qu'ils regardent et qu'ils se rendent compte Putain, de ouais. Non, mais parce que il a quand même abusé à certains moments. la Bon, dinguerie. ouais, ça part en vrille. Maintenant, je vais te demander, Ouais. est-ce que tu peux partager une petite expérience personnelle que tu as peut-être eue en humanitaire, ou aussi ce que je peux appeler la solidarité internationale? Parce que des fois, c'est pas forcément dans des endroits où c'est l'urgence, c'est des endroits où il y a besoin d'aide, où il y a besoin d'échanges. Et c'est pas forcément absolument sous la bannière de grandes ONG ou avec des millions à brasser pour pouvoir amener des maisons, de la bouffe, des médecins, voilà. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais parler, toi, peut-être d'une expérience perso que tu as eue en ce qui concerne ce domaine qui est l'humanitaire? Non. Ou la solidarité internationale? Non, c'est ce terme. C'était ce terme que je ce terme cherchais. très joli, ouais. Ouais. Non, j'ai pas envie. D'accord. Si, et avec un immense plaisir, et comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, je me suis, vu que je suis un peu complotiste sur les bords, surtout avant, maintenant je me suis un peu calmé, mais je me suis toujours méfié de Bill Gates. Par exemple, quand c'est des fondations énormes, je me suis toujours méfié des grosses ONG, Voilà. parce que je me dis là où il y a plein de pognon, Ouais. ça me paraît complètement logique que plus il y ait du pognon, plus ça attire les vautours, et plus t'as des influences politiques, religieuses, et ça me pète les burnes, en fait. Ouais. Voilà. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai pas trop envie. De t'engager dans des grosses structures, en Ouais. fait. Ouais. D'accord. J'y ai pensé plein de fois, tu vois. Ouais. Et mais bon, après, moi, j'ai pas mal voyagé, et j'ai fait des petits dons très réguliers dans les endroits où je suis allé. D'accord. Et les premières fois, c'était Madagascar, et là, claque dans la gueule. Donc t'es allé à Madagascar pour le non. voyage, pour Ouais. la découverte, quoi? Oui. Ouais, ok. Oui, pour me sauver la vie, parce que j'étais pas très très bien à ce moment-là dans ma life et dans ma tête. Ouais. Et du coup, grosse claque dans la gueule, pays des plus pauvres au monde et tout, et tu prends une gifle. Avec des gamins qui sont là à toquer à la fenêtre de ton véhicule, à moitié en train de clamser. Enfin bon, j'ai Ah ouais, vraiment d'accord. galéré Ouais, chaud.
à sortir de ma chambre, à marcher tranquillement, à regarder les gens dans les yeux. Tu sais, l'état là où ils sont quand ils arrivent dans le camp au Bangladesh, t'as les youtubeurs là qui sont absolument pas préparés, qui arrivent dans le camp et là ils sont tous là, ils peuvent même plus parler parce que tu prends trop cher. Donc, pour préciser, dans le documentaire, donc il y a d'autres influenceurs, Oui. youtubeurs et compagnie qui suivent ce Jérôme Jarre, Jarre Vaz, ouais. dans ce camp de réfugiés. Et on sent qu'il n'y a pas de prépa en amont, il n'y a pas de prépa en aval, il n'y a rien quoi. Ouais. C'est que dalle. Donc ils Et sont un peu lâchés là-dedans. C'est Quoi. vrai. Et puis, dans les voyages, quand on fait des voyages dans des pays pauvres, on se prend des claques et on est complètement... on n'est pas du tout préparé, en fait, à voir ce qu'on voit. C'est juste atroce. J'ai plein de souvenirs qui me quitteront jamais. Surtout avec les enfants, quoi. C'est hard. Mais là, t'es pas dans une démarche Non, d'humanitaire pour ou le quoi que ce moment, soit. pour le moment- Toi, t'es juste là Pour le moment, c'est ce que je vadrouiller, vois. quoi. Ouais. C'est ce que je vois, mais ça me semble parfaitement impossible de ne pas donner. Tu vois, rapidement, tu te retrouves avec des mecs qui sont là, vas-y, donne-moi ton t-shirt, s'il te plaît. Ils hallucinaient sur mes sandales à scratch, qui étaient vraiment des trucs que j'avais acheté à 10 balles. Et bourge. tu sortais ton Un briquet, bourgeois, ils sont là, wow, c'était hallucinant. Et du coup, tu te retrouves vite à être mais même pas juste 10 fois plus riche qu'eux, mais genre juste 1 million de fois plus riche que tous les gens que tu as autour de toi. Et ça devient très difficile pour moi à ce moment-là de me dire, je vais pas donner, quoi. Donc, quelle est la bonne manière? Alors, très vite, on te dit, faut pas donner aux gamins dans les rues comme ça, faut pas donner aux gens comme ça, parce qu'en fait, t'as des réseaux qui s'organisent après, et puis, et c'est vrai. Donc là, c'est l'inverse de ce que veut faire Jérôme Jarre. En fait, C'est lui, il veut donner directement en direct cash aux gens. ouais. Et toi, t'as eu déjà l'expérience contraire où on t'a dit, bah non, Il justement. faut pas donner aux gens n'importe comment comme ça. Oui, Pardon, d'accord. je me suis mal exprimé. Là, je ouais. parlais, faut pas donner aux enfants des rues, les machins comme ça, parce que sinon, en fait, ils sont complètement utilisés pour amener du pognon. D'accord. Donc, voilà. Et alors, du coup, je me suis dit, comment je vais faire? Alors, j'ai fait plein d'essais, j'ai fait plein de merde dont je vais même pas raconter parce que j'ai honte parfois. Mais là où j'en suis. Sérieux? Ouais. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Je sais même pas si je raconte. Non, J'ai un peu honte. T'es pas obligé. J'ai un peu honte, mais. C'est privé ouais. après, peut-être. Ouais. T'as pas fait de mal. Ah non, mais c'était ridicule, quoi. Ouais. Allez, je la raconte, je m'en bats les couilles. Ouais, vas-y. Une fois à Madagascar, j'étais depuis 2 semaines. Ah ouais, c'est horrible. Et du coup, à un moment donné, partout, dès que j'allais quelque part, j'étais suivi par plein de gamins, surtout des gamins, quoi. Et à un moment donné, je vais acheter un truc, t'as tous ces gamins qui me suivent et qui sont là à me poser plein de questions et qui, en fait, ils te lâchent pas, quoi. Et normal, hein, et c'était trop bien, moi j'étais trop content d'être avec eux, quoi. Et puis je veux acheter, je sais pas, des clopes ou un truc à boire ou quoi. Et je donne un billet qui est pas un gros billet, tu vois, mais la personne, dans son tout petit boui-boui, elle me rend une liasse épaisse comme ça, genre le plus petit T'as billet. balancé les billets comme ça, pam pam. J'ai donné Comme parce qu'en fait, devant j'ai- une stripteaseuse. non mais c'était quoi. trop bizarre. Un je stripteaseur. donne un petit billet, j'ai ces dizaines de gosses autour de moi. Attends, tu vas Tenez voir les le truc. enfants. Allez, dansez là, allez. dansez. C'était horrible. Oh Et la attends. vache. Non, mais quelle honte. Quelle honte. Et du coup, je prends mais c'est trop bizarre. Je me retrouve avec 10 Ah, gosses mais autour de vas-y, moi. c'est bon, je c'est crache pas un honteux, billet et mais on me donne une putain de liasse comme ça. Et là, tous les gamins, ils me regardent. Et ils me demandent rien, tu vois. Ouais, bien sûr. Et moi, je me suis retrouvé à distribuer les bifetons comme ça. Et là, j'étais là. Parce qu'en fait, c'était où je prenais cette grosse liasse de billets Oui. et je la mettais dans ma Non, poche mais devant leur gueule, tu vois, Et ouais, je en vois. disant tiens. Ah oui, pardon. Ouais, là, je me rapproche. Là, je Ouais, commence à m'enflammer. J'ai le cœur qui bat et tout parce que j'ai honte. Vas-y. Tu vois. Moi, c'est pas si honteux que ça. C'est pas si honteux, mais Non. franchement, avec le recul, putain, l'image du blanc qui distribue des billets à des gamins. T'es solo à ce moment-là Oui. en plus. Oui. T'as personne t'as Non. pas un autre blanc, Non. une autre blanche qui t'accompagne. Non. Ouais, donc du coup, t'es un peu en mode genre. C'est bon, où cette putain de liasse que j'ai honte, qui ouais, est énorme, c'est je la trop remets la dans honte, sa quoi. Je poche suis ou tout je la seul donne. là avec ma grosse liasse. Et je décide. Et après, en fait, des grosses liasses en Madagascar, t'as toujours des grosses liasses. Mais là, je me fais tricard parce que d'habitude, tu retires discretos, tu mets ça dans ta petite poche de riche bien cachée sous tes fringues Ouais. et ça passe. Sauf que là, les gamins ils ont un ils ont t-shirt, repéré, quand même. ils sont en galère totale. Ils te voient les gros billets comme ça, ils te matent, quoi. Moi, j'aurais peut-être posé la liasse et je me serais barré en courant. Comme ça, et là, tu Après- grosse bataille. après, et là, c'est ils se leur tapent problème. dessus. Ouais. J'ai Voilà, distribué. là, Et ça c'est va, c'était pas une bonne idée. Ah ouais, c'est un des moments où je me Ok. suis retrouvé à me dire putain, mais t'es qui? Pourquoi tu fais ça? Quelles sont les actions? Qu'est-ce que va engendrer ton action? Quel regard après on a sur toi? Et tout ça. Et du coup, après, me suis fait un petit truc personnel où je me disais, je donnais. J'attendais en fait, parce que tu es souvent approché par des gens qui te demandent rapidement de l'argent, des médicaments, de la bouffe. Et du coup, souvent, je me faisais approcher après par des gens
Là, je donnais rien, comme ça, tu vois. Je me faisais inviter à boire un Fanta, voilà, ou à manger un petit peu. Et à partir du moment où tu m'invitais, où il y avait une espèce de relation qui, avant que ce soit juste pécuniaire... Là, tu sortais les billets et... Et la machine à billets. En fait, tu fais toujours ça, quoi. Non, et j'achetais à bouffer, quoi. Ouais, carrément. Voilà ce que je faisais. Je me faisais inviter à bouffer. Là, il y avait une relation qui se tissait. Je voyais qu'il y avait... Ils demandaient rien à part... ils étaient contents. T'es pas dans une mission humanitaire. Là. Non. Toi, t'es juste toi, là, en simple voyageur, baroudeur. Grave. T'arrives dans un endroit, tu dis, bah là, je vais peut-être faire plaisir un peu parce que je suis avec des gens cool. Bah oui. Et que je peux arroser un peu 2-3 trucs. Bah oui. Mais voilà, puis, ça va pas plus loin. C'est pas vraiment une mission humanitaire, non. donc t'as pas vraiment de honte à avoir non plus. Non, mais le coût des billets, bon, bref. Après, le problème, c'est que tu te positionnes peut-être en disant, ouais, putain, là, je fais vraiment le mec blanc qui a du pognon, qui est là, qui distribue et. Mais rapidement, espèce de roi un peu, quoi. Rapidement, en fait, tu veux t'extraire. Moi, je voulais m'extraire de ce truc-là de blanc machin, mais en fait, tu peux pas t'en extraire parce que c'est ce qu'on est, quoi. Tout simplement, on est des putains de blancs blindax. Et du coup, en fait, voilà, pour terminer, te laisser parler un petit peu après. Voilà. J'ai distribué de la bouffe, beaucoup, ça m'arrivait beaucoup, à des gens qui m'ont reçu chez eux et tout ça. Le lendemain, je disais, bon, ben on va au marché. Et là, c'était, voilà, faites-vous plaisir, achetez tout ce que vous voulez, on mange tous ensemble. Et en partant, souvent, j'achetais un sac de riz de 50 kilos, voilà, machin. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, par exemple, quand j'étais vraiment dans un village très reculé, où j'étais avec des familles. Bon, bref, c'est long à expliquer. Et j'arrive et t'as une femme qui est par terre, qui se tient la bouche comme ça, qui est là, comme ça, qui me regarde. Je dis au propriétaire de la maison, enfin de la cabane, je dis mais elle va bien la dame? Bah non, elle va pas bien du tout, elle a une rage dedans, bon voilà, elle attend que ça passe quoi. Putain, et là c'est pareil, ben, je lui ai pas donné directement à elle, tu vois, j'ai donné à son homme, tu vois, je lui ai dit tiens, putain, mais je lui ai lâché, je sais pas, des thunes, et je lui ai dit, bah je sais pas si elle peut se payer des trucs, ça m'est arrivé, voilà, plein de fois de faire des petites donations comme ça, tout le long, et je donne beaucoup aux gens qui me donnent, et après... Les mendiants, quand ils... C'est con, mais je sais pas trop quoi penser de tout ce que je dis, mais les mendiants, quand ils sont vieux, c'est con à dire, hein. Tu vois, mais quand ils sont vieux, je me dis, putain, le mec, il peut pas... Ouais. Enfin, tu sais, quand t'es mendiant, t'es un vieux à la rue, c'est que vraiment... là, on est sur de la charité, quoi. Après, c'est pas... Ouais, mais je sais pas trop quoi en penser. Ouais. Et en France, je donne beaucoup aussi aux gens de la rue. Je me dis, putain, c'est pas par plaisir qu'ils sont là, tu vois. Il y a plein, ouais, ils se gavent, ouais. Tu sais, des fois, t'entends parfois ce discours. Moi, je donne bien toujours sûr, un petit peu... Tout le monde se gave dans la rue, c'est génial, c'est ouf. Hein. Ouais. Tu les vois, après, ils rentrent dans leur bagnole de luxe. Bentley de sport. Une petite journée, là, sur le trottoir, hop, ils vont dans leur villa après. Hein. Donc, en gros, je donnais pas aux gamins, mais aux gens, les infirmes et tout. Et dernière anecdote, enfin pour dire à quel point on se retrouve face à des situations où tu te dis putain, si je donne pas, je suis vraiment le plus gros des enculés, quoi. Et je me retrouve à Mada à me perdre. Là, j'étais un peu plus à l'aise, j'arrivais à marcher tout seul dans les quartiers, vraiment un peu chaud, mais la journée ça allait. Tu pouvais y marcher, et là, sur la route, t'as un gamin avec un seul bras, l'autre bras à moitié en miettes, et plus de jambes. Il rampait comme ça par terre. Tu te retrouves face à ça, t'es là. Il me demande rien, le gamin il passe, il rampait devant moi comme ça sur la route, il vient, il se met sur le trottoir, il s'adosse à un arbre. Voilà, moi je sais pas, enfin je suis retourné, j'ai mal au bide, du coup je suis allé acheter à bouffer, je l'ai posé près de lui, il m'a même pas trop regardé, il a pris, il a mangé un peu, mais franchement bon, enfin voilà, tu te retrouves face à des situations, tu te dis qu'est-ce que je fais donc voilà, j'ai essayé de donner plein de fois dans ma vie, et parfois mal, et j'ai essayé après de mentaliser la chose et de dire comment je peux faire pour que ça engendre pas un truc de dépendance de ouf. Et voilà, j'ai amené des gens au resto, des fois ça m'est arrivé. Ouais, des gars de la rue. C'est pas mal, c'est une bonne idée ça. Tu fais bosser le resto, tu donnes à bouffer aux gens que t'aimes bien. Là, j'ai fait ça. Pas mal aussi, mais c'est chelou parce que ça fait gonfler ton ego à mort aussi. Et s'extraire de ça, c'est quasiment impossible en fait. Bah, en fait, si tu veux vraiment aider, je pense que c'est là où c'est intéressant de rejoindre un organisme, une asso qui va œuvrer sur place pour diverses raisons, que ce soit, je sais pas, admettons, pour les hôpitaux, les écoles ou autres, ou ne serait-ce que pour l'assainissement ou l'accès à l'eau, enfin bref. Après, toi, quand t'es juste de passage et que t'es là en voyage,
c'est pas tu peux pas t'engager en fait. C'est pas pour ça que t'es venu. T'es venu pour rencontrer les gens, t'es venu pour savoir un petit peu ce qui se passe culturellement sur place ou Non, autre. et pour Et porter des coups de main, ça, y a pas de problème, Ouais, tu vois. ouais, voilà. Mais quand tu connais pas Mais une t'as jamais communauté... rejoint, par exemple, sur un voyage, un petit projet, un petit truc Si. Ben là, à Madagascar, il y avait une association pour laquelle j'ai fait une levée de fonds là, Ben récemment. Donc là, on se rapproche plus de là, c'est l'humanitaire, là, Ouais, pour le c'est coup. vrai. Et ben alors, le mec Ouais, mais est bon, génial, il le sait pas. J'ai levé, bon, c'était pas... Bon, voilà, pour Madagascar, j'ai été mis en contact avec quelqu'un, parce que moi, ce qui me posait toujours question, c'est me dire, putain, si je donne une somme d'argent à une communauté, vraiment, comment je sais que cet argent va être dépensé, machin, va pas être un peu pris par telle personne ou quoi. Et du coup, là, à Madagascar, j'ai rencontré une Allemande, cette Allemande était dans une association depuis 1 an, qui aidait des gamins d'un village à aller dans un plus gros village pour aller à l'école et tout ça. Et ils ont réussi, il y en a plus de 22 qui ont été scolarisés et puis qui après ont pu avoir des boulots grâce à ça. Et là, ils en ont encore une dizaine, un truc comme ça. Et du coup, là, le mec, j'ai rencontré donc les mecs qui s'occupaient de ça, un couple qui a donné l'entièreté de sa vie à cette association et d'une gentillesse, parce que j'ai vécu avec eux pas longtemps, tu vois, quelques semaines, mais c'est suffisant pour vite voir que les gens, mais ils étaient tellement gentils, dévoués, toute leur famille, tous les gens qui les entouraient, en fait, étaient d'une gentillesse, d'une amabilité, et on est allé dans le village natal de ses enfants dont il s'occupait, qui était le village natal aussi du mec qui s'occupait de ses enfants. Et ouais, c'était juste trop bien. On les a amenés voir l'océan pour la première fois. On a pris le seul train de Madagascar, machin, et on est allé dans ce village-là où on a été accueillis dans leur famille qui vivent dans 3 ou 4 mètres carrés avec leurs cabanes qui chaque année se font ravager par les vents et les tempêtes. Ils sont obligés de la rencontrer. Ils n'ont rien, les gens. Et ils nous ont accueillis comme des rois. Et c'était d'ailleurs, il y avait un roi du village. Et bon, voilà, c'est un des seuls trucs où j'ai suivi. Et putain, ça te retourne la tête, tu chiales en laissant les gosses après, c'est horrible. Toi, tu repars dans ta vie à voyager, pomper l'op. C'est très chelou, quoi. Ouais. C'est un petit peu ce qui est décrit par les influenceurs, youtubeurs qui ont participé à la Love Army, là. Ah oui. Ça, c'est ce choc de retour, genre, putain, mais là, tu te retrouves dans ton appartement ou ta maison parisienne, là. Le décalage, quoi. Grave. C'est violent, quoi. Ah ouais, tu prends trop cher. Et les gens qui font ça de leur vie... Et à la fois, ceux qui subissent la violence, c'est pas toi, quoi. C'est ceux qui sont sur place. C'est clair. Donc, c'est clair. Et tout ça pour dire que t'es qu'une merde, quoi. C'est clair. Et parfois, c'est vrai que tu te retrouves à te dire, mais putain, mais comment j'ose me plaindre de ma vie. Et ça aussi, ça te met face à ça, quoi. Te dire, putain... Donc du coup, tu rentres et tu te dis, mais j'ai pas le droit de me plaindre, mais rapidement, bah tu te plains. Tu te plains parce que la pizza, elle est mal cuite. Parce que merde, je reçois 500 balles d'impôts, parce que j'ai plus d'essence dans la bagnole. mon feu à gaz, il marche plus comme je veux. Putain, on me coupe l'électricité quand il y a de l'orage. Enfin bon, c'est... Voilà, du coup, je sais plus trop quoi penser de tout ça. Je suis qu'une merde, je crois, Guilhem. Bon résumé. Pour une fois, pardon, c'est un beau résumé. Hein. Attends, on est à combien là ? Bon, on a déjà dépassé là. Bah on fera du cut. On va cut. Et toi alors ? T'as eu des expériences perso, bah du coup, ça va rajouter du temps. On s'en bat, qu'on coupera ta partie, on gardera la mienne. Yes. Expérience perso. Humanitaire, donc plutôt ce que je disais, solidarité internationale, on voulait pas se catégoriser comme humanitaire. Ça remonte, hein, c'était il y a une quinzaine d'années. J'étais retourné en Palestine, parce que là, j'avais vécu quelques années là-bas. Est-ce que vous êtes affilié au Hamas ? Pas du tout. J'étais retourné en Palestine, c'est vrai que c'est un sujet un peu bouillant en ce moment. Hein. Du coup, on est retourné là-bas avec une asso étudiante, et juste pour faire de l'échange et pour faire de... L'échangisme ? Ouais, l'échangisme, tout à fait, ouais. Très en vogue en Palestine. Pour faire de l'échange international, en gros, et organiser des summer camps, un peu des moments d'animation, de jeux avec les gamins, tout ça. Ok, des camps d'été, donc plus avec des gamins. Plus avec des gamins, okay. Ouais. Et pour ça, on était accompagné sur place par une asso locale, qui était une asso, entre autres, qui s'occupait de professeurs, des professeurs et des écoles. Qui s'occupaient des professeurs ? Ouais, où il y avait des profs là-dedans, ils cherchaient des profs, je sais plus trop exactement, ça remonte un peu.
Voilà. Donc moi j'étais plutôt un accompagnant parce que je connaissais un peu le terrain, on va dire. Depuis quelques années. Ça faisait 8 ans que j'avais quitté Israël et Palestine. Mais du coup j'avais encore des souvenirs, j'avais encore des amis là-bas, etc. Je connaissais encore un peu le terrain. Du coup, on y est retourné et pour la faire court, ça n'a pas été une super expérience du tout en ce qui me concerne. Je me suis retrouvé vraiment avec un peu ce stéréotype de blanc, bordelais, curieux, plus curieux que vraiment aimant et dans la volonté de faire un simple échange et faire de l'animation très basique, peinard, tranquille. Il y avait vraiment, genre, ils voulaient voir un peu beaucoup de choses un peu piquantes, comme des manifestations. Tu vois, voilà, on a réussi à se faire gazer la gueule, j'étais là, bravo, vous êtes content, machin. Avec l'assaut, là. Ouais, c'était assez étrange, ça je pourrais le développer plus longtemps un autre jour, mais c'était assez bizarre et j'ai pas trouvé ça très utile et très agréable. Et il y avait un peu de voyeurisme, j'avais l'impression, à travers ce projet-là, pour dire, ouais, nous on est allé là-bas et on a fait de l'humanitaire ou de la solidarité internationale, quoi. Et comment t'avais trouvé cet assaut? Enfin, les gars, là, les professeurs... C'était une connaissance à une connaissance, un truc comme ça. Je t'ai dit, vas-y, tu veux être de la partie, vas-y, go. Il me dit, apparemment, t'as vécu là-bas, machin. Je fais, ouais, vas-y, tu veux bien de rejoindre le projet, etc. Je fais, ouais, pas de Ça souci, fait combien de temps ça a duré, cette petite expérience? Je sais pas, on était partis 2 semaines, je crois. Une semaine ou 2, je sais plus, 2 semaines. Okay. Et ouais, il y a eu des boulettes de fête. Pour moi, je leur ai dit non, là, faut pas aller là-bas. Manifestation, c'est pas une bonne idée. Ils ont voulu y aller. Il y a des endroits où il y a des checkpoints, des endroits où c'était contrôlé, où c'est assez sévère, donc t'as pas intérêt à oublier tes papiers. J'aurais dit de faire attention, il y en a un con, il avait oublié ses papiers. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Au retour, on avait pris beaucoup de photos, bien entendu. Ils avaient pris beaucoup de photos des manifs et tout. Ils ont dit retour, on se fait passer pour des cathos qui vont faire un pèlerinage, tu sais, à Jérusalem, nanana, comme il y en a plein qui font, je sais pas quoi. Oui, et puis là, ils ont regardé les photos, les mecs. Et je leur ai dit, mais là, à l'aéroport d'Israël, vous connaissez pas les services de sécurité là-bas. Hein. Ils vont tout regarder. À Ben Gourion, l'aéroport principal, là-bas, ils te repèrent à 10 000. Et nous, on est des bleusailles, hein, on va jamais se fondre. Ah bah, ça n'a pas loupé, hein. Ça a pas loupé, hein. Alors, manigance. Ils ont vu le groupe de 4-5 jeunes, ils ont fait vous mettez à côté, on va fouiller tous vos sacs. Bah oui. Et ils ont fouillé les sacs et qui a fait la boulette dans son sac, c'est moi. Ah bon? Parce que moi je leur avais dit de toute façon ils vont nous niquer la gueule d'une manière ou d'une autre. Dites la vérité, on n'a rien fait de méchant. On a fait de la solidarité internationale. On vient de passer 2 semaines en Palestine. On a juste à citer les endroits où on est allé. Et si tu dis la vérité, généralement ils s'en battent les couilles. Mais par contre s'ils sentent que tu caches quelque chose, de les enfumer, là t'es niqué. Et là je me dis putain, ça sent mal, ça sent vraiment pas bon, ça sent le petit gant en latex autour de la main et la petite fouille un peu plus précise là, interne. Et du coup ils ouvrent les sacs, ils ouvrent mon sac et là ils sortent une poche plastique. Là, ils sortent une poche plastique, tu vois, où il y avait marqué, je sais plus ce que j'avais mis dedans, j'ai acheté un petit souvenir, tu vois, à Ramallah, un truc comme ça. Et c'était la poche plastique du Souvenir Shop, tu vois. Et c'était marqué Ramallah Souvenir Shop, tu vois. Et du coup, le mec, il soulève le plastique comme ça, tu sais, à hauteur de tête, et il me le montre. Et je regarde, dans ma tête, je fais, bon, ouais, c'est bon, on est niqué. C'est fini. C'est fini. Ouais, je lui dis non, parce qu'en fait, on était dans une auberge de jeunesse, et il y a plein de poches plastiques là-bas. J'avais besoin pour mettre des trucs dedans. Et donc, j'ai pris cette poche plastique, tu vois. J'ai raconté une connerie. Parce que ce que je leur ai dit, c'est que là, il faut aller au bout. Si vous voulez, mytho. Là, de votre mytho, là, de Cato, là, on va au bout. Je pense que. Et vous avez fait ça? Et 10 minutes après, je pense qu'il y en avait 2 autres. Du coup, ils m'ont regardé, ils ont regardé les autres, ils nous ont séparés, bien entendu, à quelques mètres les uns des autres. Ils ont mis un mec des services secrets, je sais pas, chez eux, là, devant chacun de nous, et ils nous interrogeaient. Et leur système, c'est qu'ils posaient même les questions, ensuite ils se réunissent. Ils comparent les réponses, et ensuite ils reviennent vers nous. Bah oui, c'est classique, quoi, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y en a là-dedans.
ils connaissaient pas un peu cette ambiance-là qui est un peu quand même particulière. C'est stressant, c'est tendu. Au bout de 5 minutes, ils sont mis à chialer. Putain, Ils sont mis à chialer, ils ont tout balancé. J'étais là, ben voilà. Je vous avais dit qu'il fallait dire la vérité depuis le début. Il fallait dire la vérité depuis le début. Là, t'es face à des mecs qui rigolent pas. Moi, j'ai rien dit. Hein. J'ai continué mon truc. J'ai dit, vous voulez jouer à ça, on va voir. Je me suis même. J'avais acheté une espèce de guitare je suis pas dans une brocante ou je sais pas quoi. Je m'étais même mis sur le poste de sécurité des. À jouer de la guitare. Les Israéliens jouaient de la guitare pendant que les autres ils étaient en train de se faire interroger. Parce que moi directement ils m'ont posé quelques questions, après ils ont fait non mais vas-y toi mets-toi là-bas. Ils ont compris. Moi je leur ai dit, j'ai dit vous savez j'ai habité ici, je connais un peu votre système. Voilà, on n'a rien fait de méchant, vous inquiétez pas. Et donc ils ont fouillé les photos machin et tout et ils ont fini par ne pas trouver les photos parce qu'on avait mitraillé et ils voulaient pas trop se faire chier. Ils ont compris qu'on n'était pas des méchants bougres et au final on a failli louper l'avion. Nous on a été accompagnés jusqu'à la porte d'entrée de l'avion par le service de sécurité. Et il y en a 2 de nous, dont moi, qui ont été mis à part un petit peu avant. Et là, je me dis, ça y est, on va me mettre des trucs dans le cul. J'allais dire, voilà, t'as pas pris le doigt dans le cul israélien ? Eh ben, j'ai cru, mais non, en fait, dommage. Ils nous ont mis à part dans un couloir qui, je dis, ouh là 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 là. Ça et là, il y pue avait un portique métallique, un portique pour un détecteur de métal, là. Et ils m'ont fait passer plusieurs fois dedans. Et donc, rien, ça bipait pas, bien entendu. Il me demande de vider mes poches. Et la deuxième boulette de ma part. J'étais vraiment mauvais pour ça. Moi, je t'ai dit qu'il fallait dire la vérité. Et j'ouvre mon porte-monnaie. Et non, il prend mon porte-monnaie, il l'ouvre. Il fouille, il en a rien à branler. Quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Et il prend une carte. Et là, il y avait une carte de taxi de Naplouse. Donc, côté Cisjordanie. Donc, il m'a dit, ah ouais, vous êtes sûr que vous n'avez jamais bougé en Cisjordanie et compagnie? Je l'ai regardé et je lui ai rien dit, je me souviens de ma vie, j'ai juste haussé les épaules comme ça et je l'ai regardé en mode tiens un peu voilà. Allez, allez, mets ton gant de latex là, qu'on en finisse. T'as compris mec, c'est bon, vas-y c'est bon, on s'est fait niquer quoi. Donc première expérience de solidarité internationale, d'humanitaire, bref, pas ouf, on avait croisé d'autres assos aussi pro-palestiniennes qui n'étaient pas super intéressantes non plus. C'est des gens qui sont extrêmement engagés, donc ça c'est pourquoi pas, ça c'est cool, mais qui ont une espèce de stress, de haine, ils sont ultra violents dans leurs propos et je trouve que ça ne sert à rien à part juste attiser le feu quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment l'expérience que j'ai eue dans ce domaine-là. Je crois que c'est extrêmement délicat comme sujet, extrêmement complexe, vaste, et c'est vraiment descriptif de ce qu'est l'humain finalement. Complexe et multiple, et on essaie de comprendre, mais on comprend pas nous-mêmes trop. Mais ce qui est bien en fait, ce que je voulais, c'est de faire les choses simplement. Comme Jérôme Jarre en fait. Ben ouais. À la base, c'est un peu son idée. C'est genre j'arrive là-bas, je lève des fonds et ensuite je donne aux gens et je me casse. Tu vois. C'est un peu ça quoi. Sauf que c'est jamais comme ça que ça se passe. Non. Et quand on essaye d'être curieux, quand on essaye d'en vouloir faire un peu plus, de se mettre un peu une position de chevalier quoi, qui arrive en terre plus ou moins connue, et dire non mais c'est bon, moi je connais un petit peu comment ça se passe, on va faire ceci, on va faire cela. Généralement ça démarre très très mal, sauf si quelqu'un a déjà beaucoup d'expérience bien entendu. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ah bah alors attends, regarde, pour finir toujours pareil quand même, avec un petit moment musical ou quoi ? Bah évidemment, yes. Essaie de monter un petit peu. Ah voilà, c'est là. Alors c'est une musique Rohingya. Voilà. Yes, un monsieur avec un espèce de oud, on dirait un oud, mais c'est pas vraiment un oud. Anar Fouadjial. Désolé, je n'arrive pas à prononcer son nom. Voilà. Bah, on vous souhaite une bonne semaine. On est mardi. Oh non, mais là ça va être diffusé que plus tard. Ouais, et alors, lâchez des commentaires, des pouces bleus, même si on a eu nos premiers commentaires. D'ailleurs, merci beaucoup aux personnes qui ont commenté. Hein. Ouais, on n'a pas tout compris. On a eu nos premiers commentaires un peu racistes, je crois, et l'autre qui dit qu'il est même pas. Ouais.
Donc Et ça c'est cool. Ouais, grand bien Non, mais lui en face. Merci. Côté raciste, c'est pas obligatoire. Ouais, Même si j'ai voilà. pas trop compris si c'est raciste ou pas. Bah, mais, bon, je voyais on pas dit- trop le rapport avec la vidéo. Le le cyberplouk podcast. africain et arabe, on nous a dit. Maghrébin. je sais Ouais, pas trop Et compris. pas trop de couilles, on nous a dit aussi. On a dit qu'on avait pas trop de couilles, tout Ouais. ça. Donc voilà, Bah, c'est bien, bon. non, mais on sent qu'on a. Des Ça y est, on rentre dans le game en fait. C'est clair. Ça y est, là C'est on clair. rentre dans le C'est game, clair, les c'est copains. clair. Donc du coup, C'est diffusion intéressant. de cet épisode-là, diffusion du prochain épisode dans 2 semaines aussi, Ouais. parce que c'est ce qu'on essaye de faire, hein, Ouais, un épisode s'y tous les 2 tenir, semaines. Ce serait bien, ça serait bien. Bien entendu, sur YouTube, s'il vous plaît, mettez des petits pouces en l'air, Ouais, mettez des commentaires, des trucs, pas là, racistes si ouais. possible, Et puis constructifs. et abonnez-vous. Et abonnez-vous, Abonnez-vous, évidemment. on est sur Deezer, on est sur évidemment. Spotify, On est quasiment partout. On est partout. On a monté des Lidl On est chez dans- ton voisin, mon au gars. Mexique, on en Ouvre a les partout. fenêtres, on est chez ton plein de voisin. thunes, c'est clair. Et fais attention à toi. On t'embrasse. Bisous les coquinous. On vous aime. Allez, ciao.